Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Comme vous l'avez vu au titre, on va commencer par un carburant peu conventionnel. 2023 est marqué par le formidable exploit de l'Inde avec Chandrayaan 3. Peux-tu nous parler de la fusée Interstellar Tech et de son carburant si particulier ? Bonjour Serge. Pour propulser des fusées, des carburants très divers ont été utilisés au cours de l'histoire. Du kérosène, de l'hydrazine, de l'hydrogène et le dernier à la mode, le méthane. Si tout le monde ou presque semble se tourner vers ce dernier, c'est qu'il offre certains avantages. Le méthane est plus dense que l'hydrogène, il est liquide à une température proche de celle de l'oxygène, ce qui permet de simplifier la conception des réservoirs. Il offre une impulsion spécifique très correcte dans un moteur bien optimisé et produit peu de résidus de combustion, ce qui simplifie la réutilisation. C'est un gaz déjà largement utilisé dans de nombreuses industries et les lignes d'approvisionnement sont donc nombreuses. Pour SpaceX, enfin, c'est un gaz qu'il est possible de produire sur Mars grâce à la réaction de Sabatier. Avant de se poser la question du méthane sur Mars, il faut déjà penser au méthane sur Terre. Aujourd'hui, il est en grande partie extrait du sous-sol. C'est le fameux gaz naturel qui pose tant de soucis à l'Europe ces derniers temps. C'est un mode de production polluant, qui n'est pas renouvelable et qui laisse s'échapper de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère. Il n'y a qu'à voir les fuites le long des pipelines russes mises en avant par les cartes de l'entreprise française Kairos. Pour le moment, le méthane destiné aux fusées ne représente qu'une petite partie de la consommation mondiale. Mais cette dernière est destinée à grossir, surtout si, comme Elon Musk l'affirme, SpaceX doit produire des Starship à la même cadence que Boeing produit des avions. Dans un futur où on imagine des centaines de fusées brûler des milliers de tonnes de méthane chaque jour, il faudrait sérieusement prendre en compte l'impact de ces décollages. C'est là que les idées originales d'Interstellar Tech entrent en jeu. Le méthane est souvent vu comme un biomarqueur, c'est pour ça que sa potentielle découverte sur Mars stimule les exobiologistes. Il est sur Terre presque toujours le résultat d'une activité biologique. L'élevage bovin est notamment une énorme source de méthane, qui est perdu dans l'atmosphère et contribue grandement au réchauffement climatique. On a donc d'un côté les flatulences des vaches qui réchauffent le climat, et de l'autre une industrie qui va devenir gourmande en méthane. L'entreprise japonaise Interstellar Technology a flairé le filon et travaille à développer un moteur fonctionnant au gaz naturel de vache, faute de meilleurs termes. Elle a mené plusieurs essais en décembre avec des mises à feu d'une dizaine de secondes. L'ambition, dans un premier temps, est de concevoir un micro-lanceur qui puisse décoller à grande fréquence et offrir un impact réduit sur le réchauffement climatique. Il pourrait même être considéré comme ayant un impact positif, puisqu'il brûlera un gaz à effet de serre puissant qui se serait autrement retrouvé dans l'atmosphère. Le gaz en question est produit à partir de bousses de vache. Oui, ces mêmes bousses qui fleurent bon la campagne vont un jour propulser les lanceurs de demain. Interstellar Technologies travaille avec un partenaire qui exploite un procédé de méthanisation des déjections bovines. En les faisant fermenter, elles produisent le précieux gaz qui peut ensuite être récupéré. Ça ne sent probablement pas très bon, mais la source d'énergie est potentiellement énorme. Un élevage de 900 têtes produit 40 tonnes de bouse par jour. Il y a là de quoi alimenter chaque année quelques micro-lanceurs. Quand on se rappelle qu'il y a plus d'1 milliard de vaches dans le monde, on comprend vite que le potentiel est énorme, et pas seulement pour les fusées. Bref, c'est également une illustration d'une phase de créativité accrue sur les ergols de lanceurs. On peut aussi prendre l'exemple de l'entreprise allemande Isar Aerospace, qui devrait être cette année le premier acteur à tenter de faire voler une fusée au propane. C'est un gaz qui est liquide à moins 44 degrés, et donc peut-être un peu plus simple à conserver que le méthane qui est liquide à moins 160 degrés. Bien peu d'acteurs ont pour le moment suivi le même raisonnement, et on sera donc curieux de voir si Isar a vu juste. Qui sait, le méthane dans le spatial profite peut-être d'un effet de mode qui finira par s'estomper, et la solution la plus parfaite pourrait être d'aller chercher ailleurs. Allez, on enchaîne avec une mauvaise nouvelle puisqu'on va parler du retard du programme Artemis. Artemis en 2025 il paraît. Bonjour Navigates, ton commentaire date de plus d'un mois mais tu as vu juste. Mardi, en conférence, Bill Nelson, l'administrateur général de la NASA, a dispensé quelques mauvaises nouvelles.
On pouvait s'y attendre, le programme Artemis va prendre du retard, à commencer par la mission Artemis 2. Elle était prévue pour la fin d'année, on vous avait même dit que c'était l'échéance qu'on attendait le plus en 2024. Il nous faudra cependant faire preuve de patience, car Artemis 2 sera finalement pour l'année prochaine. C'est maintenant septembre 2025 qui constitue la date estimée de la mission. Plusieurs problèmes ont amené à ce report. Le premier vient d'Artemis 1. Lors de sa rentrée atmosphérique, le bouclier thermique de la capsule a connu plus d'érosion que ce qui était attendu. Cela n'a pas eu de conséquences sur la mission, mais la NASA aimerait tout de même se donner le temps de corriger le tir. Des problèmes sur l'électronique des systèmes de support vide d'Orion et sur le système d'évasion d'urgence demandent également des corrections. Ces soucis n'ont pas eu de conséquences sur Artemis 1, mais la NASA s'apprête à mettre des humains dans sa capsule, et préfère donc corriger le moindre défaut. Cela va demander du temps et explique que la mission soit repoussée d'environ 1 an. Artemis 3 est également repoussée. Bon, ça, tout le monde s'y attendait. Une nouvelle date est fixée pour septembre 2026. Les dirigeants de la NASA la qualifient d'agressive, ils ne se font donc guère d'illusions sur le fait qu'elle risque d'être encore repoussée par la suite. Personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'on voit Artemis 3 avant 2028, mais on aura peut-être une bonne surprise. Cela va dépendre des progrès de SpaceX sur le Starship et de ceux d'Axiom quant aux nouvelles combinaisons lunaires. La mission ne pourra pas avoir lieu tant que ces deux éléments n'auront pas été développés et testés rigoureusement. La NASA pourrait essayer de presser le calendrier, surtout sous la pression de la Chine, mais aller trop vite peut mener à la catastrophe. On vient de le voir cette semaine avec la première mission du programme CLPS. L'atterrisseur Peregrine a été parfaitement lancé lors du premier décollage de la fusée Vulcan Centaur. Malgré ça, la mission a vite rencontré des problèmes qui vont très certainement lui être fatals. Quelques heures après le décollage, on a appris que les équipes d'Astrobotic avaient du mal à stabiliser leur vaisseau, ce qui l'a empêché d'orienter correctement son panneau solaire pour charger sa batterie. Ce problème venait en fait du système de propulsion. Le petit atterrisseur est équipé de 5 moteurs et de leur réservoir. C'est eux qui doivent effectuer les manœuvres pour s'insérer en orbite lunaire, puis pour atterrir à la surface de notre satellite. Il semble que Peregrine souffre en fait d'une fuite. Il a déjà perdu trop de carburant pour pouvoir assurer un alunissage. À l'heure où vous visionnez cette vidéo, ce carburant est probablement épuisé, et la mission peut certainement être considérée comme terminée. Astrobotic parviendra peut-être à extraire quelques données scientifiques de ses instruments, même si ce n'est pas à la surface de la Lune. L'entreprise doit en tout cas tirer les leçons de cet échec pour son prochain atterrisseur Griffin. Ce dernier est plus gros et doit décoller à bord d'une Falcon 9 en fin d'année. Mais là aussi, on ne serait pas surpris de voir la mission prendre du retard. L'extrême difficulté que posent les missions lunaires continue donc à se confirmer. Pour rappel, ces dernières années, les missions Bereshit, Chandrayaan-2, Hakuto Air, Luna 25 et maintenant Peregrine ont toutes échoué dans leur tentative d'alunissage. Il y a en fait eu plus d'échecs que de réussites. Le prochain essai aura lieu dans quelques jours avec la mission japonaise SLIM le 19 janvier. On espère avec un peu plus de réussite. Plus tard dans l'année, les Américains devraient faire une nouvelle tentative alors que les Chinois continueront certainement à dérouler leur maîtrise. Avec la mission Chang'e 6, ils doivent mener leur second retour d'échantillons lunaires depuis la face cachée de notre satellite. Pour le moment, c'est clairement l'acteur qui domine les débats à la surface de la Lune. Il y a donc énormément de travail à faire côté occidental pour s'aligner. La nouvelle course à la Lune s'annonce dure et nécessitera encore quelques années avant de revoir des humains à la surface. D'ici là, on peut espérer que le programme CLPS trouvera ses champions pour pouvoir offrir une solution logistique aux instruments occidentaux. Artemis 2 devrait signer un bond géant avec la première mission au-delà de l'orbite basse depuis plus de 50 ans, à condition bien sûr de faire preuve d'un peu de patience. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.